c'est un peu rentré dans le thème général de l'intime extime, ou oui, ça peut, mais c'est aussi, quand j'ai parlé de entre soi et soi, c'est un intime, euh, quelque chose de l'ordre d'un intime un peu empilé, un peu surdimensionné. Il y a dans cette histoire d'intime quelque chose qui nous surprend. Euh, Nous n'avons pas tous la même euh, envie ou la même propension à parler de choses que et à parler de certaines choses. Certains d'entre nous trouvent certains sujets trop personnels, d'autres voudraient faire croire qu'ils ont presque pas de limites dans l'exposition, dans la mise en lumière de ce qui les constitue en termes de ressenti euh, intérieur. Finalement, les deux sont un peu équivalents. Celui qui se tait ou celui qui reste sur la réserve et celui qui donne un peu, qui donne à croire qu'il est très causeur, très parlant, très prompt à la confidence. Et ainsi, donc, il reste quelque chose, d'ailleurs, dans le domaine de l'intime, il y a sûrement, non pas des cercles concentriques, mais des couches ou des secteurs euh, euh, qui ne communiquent pas. Il y a peut-être du cloisonnement, du compartimentage. Il y a comme ça des choses sûrement très surprenantes. Euh, Nous avons sûrement une quantité limitée d'intime, mais nous la gérons chacun à notre façon. Il y a des choses dont on parle et reparle, mais il y a une part d'intime qui reste enfouie, qui reste invisible, inaudible. Voilà, entre soi et soi, il y a comme ça des questions essentielles, déterminantes. Genre des questions qui font que vous choisissez d'avoir tel ou tel avenir. Vous êtes avec des gens avec lesquels vous êtes en capacité de parler de tout ce qui vous traverse l'esprit. Intime, pas intime, général, particulier, peu importe, vous pouvez vous laisser aller. Et pourtant, malgré donc cette possibilité de parler en liberté et en confiance, il y a des choses qu'on ne met jamais, ne met jamais à la disposition d'autrui pour qu'il puisse nous dire ce qu'il en pense. Ainsi, il y a comme ça des phases marquantes dans la vie d'une personne qui reste inconnues à son entourage familial ou à son entourage, j'allais dire, euh, les gens avec lesquels il se sent en accord, en phase, tout ce qu'on veut. Ses intimes intellectuels ou ses intimes, comment dire, ses compagnons de vie, ses compagnons de rêverie,
ses compagnons d'errance, ses compagnons de quête, mais peu importe le degré de proximité, il y a toujours des choses qui restent dans le domaine de l'inédit presque, le domaine du soustrait. Voilà. Donc à un moment, on a envie de les mettre en avant, mais on sent que le moment n'est jamais le bon, n'est jamais le convenable. Alors, voilà, donc c'est une drôle de question et il faudrait bien sûr illustrer par des exemples. À un moment, j'ai rencontré quelqu'un à la pissotière du collège. Et puis il tient des propos sur le déclin des Arabes. Déclin des Arabes. Tout simplement, hein, peut-être qu'il était dans ma classe, sûrement il était même niveau que moi, scolaire, je veux dire, pas quelqu'un d'âgé par rapport à moi ou quelqu'un de plus mature ou des choses comme ça. Non, juste quelqu'un de mon âge qui parle comme ça, en pissant. Et puis, moi, ces paroles, donc je devais quoi, avoir 13 ans, je ne sais rien, peut-être 12 ans, en tout cas 13 ans sûrement, ou 14 ans même. Et ça fait écho au moi. J'avais ça. Déjà, j'avais comment dire, cette capacité, j'avais cette prédisposition à ce que ces paroles trouvent, éveillent quelque chose en moi, trouvent un écho favorable en moi. Et donc voilà, donc depuis, si évidemment tout cela avec beaucoup de réserve, étant donné que c'est un événement qui remonte à très longtemps et que souvent dans la remémoration il y a l'ajout d'éléments qui n'ont pas fictifs, où il y a la transformation de la scène, il y a aussi l'oubli qui est la chose la plus fréquente, l'oubli du contexte, l'oubli des paroles réelles, il reste juste une impression. On va rester sur l'impression, je veux dire, voilà, quelqu'un m'a un peu déterminé, voire surdéterminé par deux ou peut-être même pas trois phrases. Et donc je suis resté sur l'idée qu'il y a un déclin. Et c'est vrai que cette histoire de déclin, il est quand même assez présente, j'allais dire transversale aux générations. Je me rappelle mon père qui disait qu'il y avait des siècles de différence et que les musulmans avaient voilà, donc, un retard conséquent. Ça ne lui arrivait pas souvent, évidemment, ce genre de propos. Et donc, c'est pas, je ne pense pas que ce soit son propos personnel à lui, mais ça devait être un propos qui était commun aux gens qu'il fréquentait, etc. Un propos assez, finalement, assez partagé par beaucoup. Les Arabes, les musulmans sont en arrière, non pas en déclin, mais sont en retard. Voilà, il n'y avait pas la notion de déclin. Voilà, je me rappelle ce qu'a dit le pisseur de mes souvenirs. Et il a dit, qu'est-ce que nous avons créé, nous? Voilà la question. Je pense que c'est cela qui a instauré cette impression dont je n'arrive pas à m'en défaire de façon totale, que eux, ils ont fait et que nous n'avons rien fait. Si tant est que le nous correspond encore à quelque chose pour moi de précis, si tant est que je m'inscris encore dans une tradition particulière. Donc, faisons comme si, et donc le nous désigne un groupe
d'affiliation culturelle, civilisationnelle, etc. Et que quelque part, il y a, il y a une comparaison, il y a un constat. Ils ont tout apporté et nous n'avons rien apporté à cette civilisation, à cette vie. Il est évident qu'il y a des éléments qui pourraient atténuer ce genre de, de paroles, ce genre de jugement. Nous les avions, évidemment, à l'époque, parce que l'école, les programmes, la radio, beaucoup d'informations, beaucoup de moyens, beaucoup d'éléments concouraient à nous persuader que nous avions contribué à l'édification de la civilisation sur le plan philosophique, sur le plan scientifique pur, médical, mathématiques et autres, sur le plan aussi des techniques agricoles, etc., etc., mais que il est évident que cela, malgré le fait qu'il y avait cela en comparaison, ce n'était pas suffisant. Et on avait devant soi la réalité de notre époque. Et on voyait évidemment à quel point tout ce que nous avions devant nous était marqué par une contribution étrangère d'une façon ou d'une autre. La voiture, les vêtements, même l'école même est une création, l'école, j'allais dire, étatique est une création, et quelque part une transposition. Il y a comme ça des éléments. Nous avions aussi tout l'imaginaire qui était. Bon, il y avait aussi une sorte j'allais dire, de coexistence ou de plusieurs imaginaires. Il y avait l'imaginaire égyptien, il y avait l'imaginaire indien, il y avait l'imaginaire européen, j'allais dire plus français qu'européen. Mais bon, il y avait cette concurrence entre les imaginaires, mais l'imaginaire français était le plus fort et le plus dominant. Donc nous voyons que nos rêves, nos envies, notre façon de désirer la vie avait plutôt un rapport avec la France, avec la civilisation matérielle actuelle, avec tout ce qui va avec, comme revendication d'émancipation, revendication d'autonomie intellectuelle, spirituelle, et ainsi de suite. Donc voilà un élément, ça aurait pu, en parlant, j'allais dire en le socialisant, en le partageant, ça aurait pu contribuer à réduire un peu la marque ou l'empreinte de cette scène fondatrice sur mon parcours ultérieur. Et évidemment, après, j'ai cherché en choisissant des options. À chaque fois, il y avait cette interrogation du legs, du patrimoine. Il fallait chercher à démontrer que ce patrimoine était quelque part assez en déliquescence. Il fallait aussi montrer l'idée de la décadence était vraiment enracinée et l'idée de la minorisation et l'idée de la faiblesse et l'idée d'une hiérarchie du favorable à soi était enracinée en moi. Et donc, voilà un élément qui est là,
je peux poser la question là aussi sur l'avenir politique, mon avenir politique que j'ai obéré comme ça, de façon cavalière. C'est cela la chose. Je suis resté sur l'idée d'une certaine, comment dire, d'un ressenti un peu, non pas malaisé, mais quelque part, c'est comme si je me sentais pas je ne sentais pas d'affinité profonde avec le Parti socialiste. Comme parce que je suis arrivé en France au moment, je suis arrivé dans l'âge adulte là aussi, au moment où les socialistes étaient au pouvoir et avec l'épreuve du pouvoir, je voyais un peu les contradictions qui naissaient, les renonciations, etc. Et comme j'étais déjà assez influencé par l'idée, quelque part que les socialistes allaient être défaillants, allaient manquer à leur parole, que sans une proposition n'allait pas être respecté, que, etc. Et avec le tournant de la rigueur, avec le tournant, on peut dire, libéral, il y a comme ça un moment, puis je ne sais pas, un moment où je pouvais peut-être, on m'avait proposé de m'occuper un peu du volet un peu interculturel ou un peu minorité, je ne sais pas quoi, et ça ne m'intéressait pas. Ils sont dire ce que j'en pense sans reprendre la personne, voilà, c'est le silence. Ma façon de répondre a été le silence et le départ. Et on part et on laisse. Et d'autres, évidemment, comme on dit très communément, une place qui se vide, elle est automatiquement remplie par quelqu'un d'autre, occupée par quelqu'un d'autre. Il y a euh, cette parole comme quoi la nature a horreur du vide. Non, ce n'est pas exactement cela. C'est juste que s'il y a un besoin, s'il y a quelque chose que quelqu'un peut faire, qui a besoin d'une personne pour la faire, si on a besoin de, etc., on va chercher à trouver. On a besoin d'un spécialiste pour telle ou telle chose, on a besoin d'un organisateur, on a besoin d'un fédérateur, on a besoin de quelqu'un qui ait des compétences particulières, on va chercher, on va essayer d'en trouver. Et donc moi, je ne connais pas mes compétences en matière de groupe, en matière de gestion euh, de rapports sociaux de groupe. Je ne sais pas si j'aurais été capable de m'imposer d'abord. Le problème était d'avoir quelque chose à moi, d'avoir encore plus d'idées et une vision philosophique et politique à moi, pour que je puisse l'idée aussi que le comment dire qu'il fallait un peu absorber quelque chose de préexistant et l'absorber au point de ne se représenter le monde que à travers à travers une idéologie particulière. Cette histoire de mise en forme, de remise en forme idéologique et philosophique même disposée. Mais tout cela peut être dit à un moment donné. On a comme ça le sentiment de quelque chose, l'impression de quelque chose, et puis on a besoin d'approfondir, on a besoin d'interroger nos propres appréhensions, les choses qui nous retiennent, qui nous empêchent de, de passer à la phase suivante. Je, je, je travaille sur ce propos alors qu'en fait je n'ai pas la niaque, je n'ai pas la force et la rage nécessaire pour l'entreprendre. Et je me suis dit, si je le mets encore de côté, ça va être encore quelque chose qui aura été remisé. Donc,
je ne veux pas remiser encore une fois une envie comme ça juste pour le parce que je ne sens pas la capacité linguistico-intellectuelle pour pouvoir en traiter. Mais faisons malgré tout, soyons un peu confiants et essayons de tenir le temps de remplir quelques mégaoctets de paroles et de mots. Et puis bon, il n'y a pas, comme je dis souvent, il n'y a pas d'obligation de résultat, il y a surtout à démontrer la volonté de la personne qui parle, d'abord d'installer ou de construire une plateforme, là je dirais des plateformes pour pouvoir initier des allers-retours entre elles et les autres, les allers-retours conversationnels, les allers-retours intellectuels, les allers-retours débationnels. Il faut pouvoir aussi mettre en place, comment dire, mettre à disposition de la matière à débat, de la matière, voire même à polémique ou à controverse. L'idée, la controverse est une idée intéressante. Ainsi, entre l'être humain et ses choix qu'il fait, voilà. Une phrase, une proposition peut devenir, peut à elle seule faire de vous ce que vous êtes ce que vous allez être pour le restant de votre vie. Et évidemment, quelqu'un qui, comme ça, j'en ai déjà parlé, mais là j'ai besoin de remplir, donc je fais cela. Donc quelqu'un qui me parle, pour moi, je ne comprends pas ce que c'est que l'idée d'un professeur, on va dire, qui professe, je ne sais pas, quelqu'un qui applique un programme, qui vous explique un programme, pour moi, il ne professe rien, il ne fait que transmettre. Il ne fait que un médiateur, on va dire, quelqu'un qui fait de l'intermédiation entre nous et des connaissances, voilà. Donc quelqu'un qui fait de l'intermédiation me propose, avec lequel j'étais assez à l'aise, pour mon malheur finalement, me propose de faire de l'archéologie. Alors que j'avais commencé à penser à la science politique et c'était ça mon destin, la science politique. Et au lieu de prendre la chose, bien sûr, toutes les propositions sont respectables. Quelqu'un me proposerait d'aller devenir un manuel, pourquoi pas? C'est une proposition honorable. Je vais y réfléchir. Je lui consacrerai le temps nécessaire et j'irai en parler avec ceux qui peuvent nous fournir les éléments d'éclairage et en fonction des éléments que j'aurai rassemblés, je dirais cette proposition me convient pas tellement, ou je dirais je la garde en prévision, je la garde comme ça, on ne sait jamais, mais j'ai pour l'instant une autre proposition qui me paraît plus pertinente, qui correspond à ce que je pense pouvoir bien faire, alors c'est la science politique. La science politique, surtout que j'étais intéressé pour comprendre un peu le fonctionnement de la société, pour comprendre un peu les rapports entre les individus, les rapports de force, les institutions, ce qui fait les choses qui font qu'une société est gérable, une société est gouvernable, et comment dire, le fait qu'il y ait de la verticalité, d'ailleurs j'étais assez
rétif, assez opposé à cette verticalité, la verticalité que je trouvais en place. J'étais plus pour instaurer un autre type de verticalité. Il y avait en moi un rebelle, pour ne pas dire un révolutionnaire. Et c'est vrai que l'étude de la science politique, ce n'était pas tellement ma priorité que plutôt faire de la politique. Faire de la politique, mais dans un sens contestataire, casser, détruire des institutions, faire émerger autre chose à la place, une société nouvelle, de nouveaux rapports. Il y avait chez moi une volonté de... évidemment, là aussi, la chose, donc, quand on a quelque chose comme cela, et la conviction, on a la conviction de quelque chose, jusqu'à quel point cette conviction est vraiment enracinée en nous. Tout doit être mis en discussion. On peut rester toute sa vie sur une conviction et pour se rendre compte peut-être à la fin que cette conviction ne nous correspondait pas tant que ça. Que le fait qu'on s'est identifié à elle pendant tant d'années a été une erreur. Nous sommes des êtres qui devons nous remettre en cause chaque fois. Pas pour l'esprit, pour le désir de nous mettre en échec, mais c'est pour voir réellement ce qui est à la base de notre envie, de notre désir, de notre besoin. Là, je touche un peu à la psychanalyse, mais ce n'est pas qui veut vraiment aller jusqu'au fond des choses pour comprendre un peu ce qui fait qu'une personne agisse de telle ou telle façon. On peut faire là aussi une sorte d'archéologie pour voir pourquoi nous sommes pour un système philosophique et pas pour un autre. Pourquoi nous prenons l'égalité et pas l'inverse. Nous pouvons d'ailleurs nous tromper, nous pouvons avoir une idée très approximative de ce qu'est l'égalité. Et nous pouvons, avec le temps, nous rendre compte que nous sommes plutôt pour une société, une certaine forme d'inégalité. Parce que l'inégalité, ça pourrait être quelque chose qui motive un peu les gens, que l'esprit de compétition, maintenir le désir, là encore la psychanalyse, faire en sorte que les êtres restent des êtres désirants. L'égalité, ça veut dire d'une certaine façon avoir les moyens dont on a envie, c'est le paradis quelque part, c'est l'ultimité, c'est la fin. S'il n'y a pas d'inégalité, il n'y a pas de vie. C'est parce que je désire ce que je n'ai pas, que je fais, que j'ai de la force, que j'ai de la hargne, que je m'acharne, que j'essaie de donner de mon mieux pour y arriver, que je fais plus que ce dont je suis capable, que je démontre que je suis un être vraiment méritant, un être qui a une valeur forte. Voilà ce qui fait que l'inégalité, donc on peut évidemment ne pas accepter une forme extrême d'inégalité, mais penser, théoriser une certaine forme d'inégalité pour maintenir, peut-être, pour maintenir une certaine tension, une certaine dynamique sociale. Voilà. Donc il faut encore remplir un peu, après je vais m'arrêter. À quoi je pourrais penser dans cette histoire?
dans cette histoire. Parce que en fin de vie, c'est comme ça qu'on fait, il y a une remise en cause, un peu de tout, ce que nous avons pris pour acquis, ce que nous avons un peu, euh, euh, comment dire, euh, nous avons un peu sacralisé, que nous avons un peu adoré. C'est le temps de brûler ces objets fétiches, ces idoles. Là, j'ai oublié un terme, donc là encore l'histoire de présence mémorielle qui défaille, elle est le fait de mais ce n'est pas obligatoire de le retrouver. Donc voilà, c'était cette histoire entre soi et soi. C'est juste quelquefois une petite insertion qu'on voudrait faire. Non, ce n'est pas tant que cela. C'est, comment dire, euh, il y aurait quelque chose, quelques éléments fondamentaux qui seraient de l'ordre, je ne sais pas comment dire, on s'en approcherait presque, on commettrait de l'inceste. C'est bizarre cette histoire. Donc ce rapport, cette distance qu'on a avec les choses qui nous marquent le plus, qui nous ont le plus influencés, on s'en approche pas parce que ça devient un peu interdit. Interdit d'en parler, interdit de les évoquer, interdit de les mettre sur la place publique. Et pourtant, c'est cela qui fait que nous sommes ce que nous sommes, et que nous sommes devenus ce que nous sommes devenus. L'échec n'est pas... Les gens ne peuvent pas comprendre pourquoi nous avons échoué. Euh, Parce qu'il leur manque des éléments importants, des éléments éclairants. Et pourtant, nous ne les fournissons pas. Qu'est-ce qui nous retient? Évidemment, là, c'est un peu tard. Les choses sont arrivées comment dire, à un niveau il y a il y a réellement beaucoup de temps qui s'est passé entre les moments où on pouvait agir et, là, et actuellement c'est la fin. Présentement, comme disent certains, présentement c'est la fin. Donc évidemment, s'il nous reste quelque chose à faire, c'est la transmission. Et là nous sommes, et c'est vrai que là par exemple ce que je fais, c'est que je professe des choses. Et c'est là où je me suis battu toute ma vie contre, comment dire, j'avais une réticence à me proclamer comme professeur parce que je sentais que je n'avais rien à professer. J'avais pas spécialement, à part la justice sociale, mais c'était quelque chose que je partageais avec beaucoup de gens, mais que je n'avais rien de particulier à dire, de spécifique à proclamer. Et c'est maintenant que je commence à essayer d'élaborer cette parole. Évidemment, avec beaucoup d'échecs, avec beaucoup d'approximations, mais c'est comme ça. J'accepte les critiques, évidemment, il n'y a pas dans ce domaine-là, il n'y a pas d'exactitude, il n'y a que des approximations. Et alors, le prophétie, et encore l'ultime, quelque part, position, l'ultime posture, c'est de dire que je n'ai rien à professer. Mais finalement, chacun fait son chemin, chacun fait son parcours, chacun chacun a son calvaire. Il faut subir le calvaire pour pouvoir se réaliser, pour pouvoir re, se transcender, pour pouvoir exister différemment. Donc il faut cette
il faut la souffrance, il faut l'échec, il faut la, la, la désorientation, il faut la confusion, il faut tout cela, il faut perdre jusqu'à sa raison même d'être, jusqu'à sa propre identité, sa propre capacité à se représenter, perdre tout cela. Et c'est professer qu'il n'y a pas réellement, qu'il n'y a rien à professer, qu'aucune personne n'est mieux placée qu'une autre pour prononcer des jugements, pour orienter, pour guider. Il n'y a que de faux guides, il n'y a que de charlatans dans ce domaine-là, il n'y a que des prétendus ou des prétentieux guident ceux qui parlent des choses aux autres, des choses qu'ils ne sont même pas capables d'appliquer à eux-mêmes. L'idée est que dans la vie, il faut savoir un peu, j'allais dire, contextualiser. Non, il faut essayer de ne pas abandonner quelque chose qu'on a en tête, qu'on a sur le cœur aussi. Il faut essayer de s'accrocher à quelque chose. Parce que l'abandon, ça ne veut pas dire l'oubli, ça ne veut pas dire la séparation. On abandonne et on abandonne et on abandonne. Et finalement, on se retrouve avec des couches de choses pas faites, pas expliquées, pas comprises, pas assimilées, pas réglées. Et on finit par... Enfin, on sait qu'on va mourir et qu'on va disparaître et qu'il n'y a pas, de toute façon, quoi qu'on ait fait, notre matière, notre essence va se diluter. Mais au moins, les derniers jours, les derniers temps, au moins être un peu dans une certaine tranquillité, en se disant, quelque part, j'ai bien tout réglé. Je n'ai à m'inquiéter pour rien. J'ai tout fait, tout ce qu'il était de mon devoir de faire, je l'ai fait. Et entre soi et soi, et c'est un peu ce décalage entre pourquoi nous restons entre nous, j'allais dire entre nous-mêmes, parce qu'il y a ce décalage. Et en fait, on a peur, on a comme ça de l'appréhension, on se dit, si je dis cette chose à quelqu'un, d'ailleurs ça arrive, c'est ça ce qui renforce cette impression, c'est que ça nous arrive. On commence à parler des éléments centraux dans notre existence, puis en face on a une écoute qui n'est pas satisfaisante, une écoute distraite, une écoute incomplète. On a aussi le manque de relance. Nous pouvons commencer, mais nous sommes tout seuls dans le récit, alors qu'en fait on a besoin du retour. Et il n'y a pas de retour. Et souvent, dans les questions à tiroir ou les questions à rallonge, il faut pouvoir, il faut que l'autre, que l'auditeur, que celui à qui on a transmis les choses, les ramène vers nous. Et quelque part, il faut qu'ils reviennent vers nous avec des propositions, avec des éclairages, avec quelque part ce qu'il a réussi à mettre de côté pour nous. Je dis, je veux faire un voyage. Vous savez, le voyage pour le Québec, pas le Canada, pour le Québec, dans les années 80. Évidemment, j'en ai parlé à quelqu'un qui était plus ou moins d'accord et qui finalement, évidemment, il a fait une rencontre qui a été déterminante pour lui et c'était fini du voyage au Québec. Et moi, le voyage au Québec, tout simplement, c'est venu parce que j'ai rencontré
le Canada, parce qu'évidemment, c'était le trèfle, ou pas le trèfle, mais c'était la feuille d'érable, si je me rappelle bien. En tout cas, il y avait un symbole végétal pour le Québec, il y avait ce qui était en rouge. Il y avait une rencontre bizarre. Si j'avais quelque part où aller, c'était la France, mais c'était surtout peut-être les pays qui avaient de l'influence sur moi, ça pouvait être l'Angleterre à travers la radio. La France n'avait pas de radio. Oui, évidemment, il y avait la radio en français, mais j'écoutais plus la radio anglaise en arabe et qui préparait des choses exprès pour le public arabophone. Alors que la radio française que j'écoutais, que j'ai fini par écouter, quand j'étais adolescent, c'était une radio beaucoup plus... une radio qui diffusait pour les Français. Non pas pour les francophones, mais d'abord pour les Français. Ce qui fait que elle ne permettait pas de faire le lien. La radio anglaise, c'était des émissions en arabe et sur des questions purement arabes, mais à côté, on essayait de nous apprendre l'anglais, on essayait de nous apprendre, de nous instruire sur les différentes façons de vivre en Angleterre, l'histoire d'Angleterre, la littérature anglaise et tout, et ainsi de suite. Voilà donc, et sur une simple impression, comme ça, une rencontre dans une exposition, j'allais dire, internationale, et voilà que je me... Voilà. Donc l'exposition, c'était en 1980, et le projet de départ pour le Canada, pour le Québec, c'était évidemment, si je dis le Québec aujourd'hui, le Québec c'est le francophone, je ne sais pas à l'époque si c'était bien le Québec ou le Canada, mais en tout cas le pays est un pays uni, donc le Québec est une région, donc peu importe, mais donc ça aurait été sur une impression favorable, positive, je ne sais pas exactement pourquoi l'expliquer. Est-ce le rouge, est-ce l'érable, est-ce la feuille d'érable, est-ce je ne sais pas quoi. Simplement, je connaissais l'Allemagne par la radio allemande, encore une fois. J'ai même reçu un prix décerné par la radio allemande parce que j'ai participé à un jeu. Je connaissais la radio soviétique, j'ai participé à des jeux, et donc là aussi je connaissais, bon, l'URSS ça ne me disait rien, l'Allemagne non, alors que quelque part je connaissais beaucoup mieux l'Allemagne, largement je connaissais l'Allemagne un peu par la radio, la Deutsche Welle, qui était en arabe là aussi, et que le Canada, qui avait peut-être une radio en arabe, mais que j'ai dû peut-être capter quelquefois, mais qui était difficile à capter. Et donc, c'est ça le truc. Donc, j'en aurais discuté. Imaginons que j'ai fait le voyage au Canada et que c'était tragique pour moi, et voilà. Et donc, il faut interroger pourquoi quelque chose, une impression, nous marque de façon durable. Il faudrait peut-être effacer le marquage, il faut peut-être entreprendre d'enlever cette empreinte ou ce marquage indélébile qui donnerait l'impression d'être ineffaçable, d'être permanent. Non, il faut revenir sur les éléments qui sont à la base de nos désirs, un peu comme ça, pas superficiels, mais de nos désirs qu'on met en lumière. C'est quoi le désir français? Était-il à ce point insatisfait qu'il fallait penser à une deuxième expatriation, et pour le Canada c'était
c'était sûrement, j'en sais rien, on peut pas dire. En tout cas, nous sommes constitués de ces instants-là, de ces instants pendant lesquels on a décidé de quelque chose et on est allé jusqu'au bout, des instants pendant lesquels aussi on est resté dans un entre-deux totalement infécond. Et puis il y a la troisième possibilité, c'est-à-dire des décisions, des choses qu'on a complètement refusées, qu'on a abandonnées, qu'on a négligées, qu'on a un peu, il faut pas que j'oublie le mot, qu'on a un peu, pas nargué, mais qu'on a un peu, je trouve pas le terme, qu'on a un peu vu de haut, qu'on a un peu déprécié, qu'on a un peu dévalorisé, je ne trouve pas le terme, alors je tourne autour, qu'on a non pas méprisé, mais qu'on a déjugé, je ne sais pas. Alors donc finalement, nous sommes constitués de cela. Alors on se rend compte que les décisions qu'on a prises par comment dire, euh, on les a prises en toute certitude, n'ont pas été les bonnes. Les choses qui étaient entre les deux n'étaient peut-être pas non plus les bonnes. Les choses qu'on a refusées, euh, qu'on a discriminées, qu'on a, je sais pas, étaient peut-être les bonnes. À chaque fois, il y a peut-être qu'il y a c'est une histoire de temps, c'est une histoire de, temps, de gestion de la temporalité. Il y a des choses, toutes les choses ont besoin d'un temps qu'on doit leur consacrer pour pouvoir les garder ou les garder ou s'en débarrasser. Une idée, une vision, un rêve, il est difficile de dire combien de temps on doit consacrer. Est-ce en termes d'heures, est-ce en termes de jours, est-ce en termes de mois. Il est difficile de dire comme ça, on n'a pas la préscience, on ne peut pas dire telle décision que je vais prendre ou que je ne vais pas prendre, ou que je vais... je trouve toujours pas le terme, que je vais... sera... on ne peut pas savoir. Donc, on avance, mais finalement, comme on ne maîtrise pas les conséquences et les advenus ou de telle ou telle décision, et en fait, on peut, avec le temps, maintenant qu'on a le temps, on peut dire, mais ça reste toujours un peu approximatif, on n'a pas de certitude solide à ce niveau-là. Donc le temps, c'est important. Malgré tout, dans toute décision, le temps est important. Et cette prise de temps qui peut par exemple simplement dans le rapport qu'on a avec les autres, avec soi-même, dire attends un peu. Tu me proposes là, attends un peu. Attends, donne-moi 5 minutes. Certains d'autres moments, donne-moi 1 heure, donne-moi 2 jours, donne-moi 1 année. Donne-moi, je me donne, je me le dis à moi-même, donne-toi 1 année. 1 année. Après, ça décidera pour les 30 ans à venir, pour les 40 ans à venir. Donne-toi 6 mois. 6 mois, ça paraît beaucoup. À bout de 6 mois, moi ça me paraît trop long, je ne veux pas. Je ne suis pas d'accord pour que tu prennes autant de temps. Décide-toi rapidement. Comme ça, les décisions comme ça, à l'emporte-pièce, dans l'instant,
se révèlent souvent des décisions tragiques. Voilà un peu entre soi et soi. On donne quelquefois l'impression qu'on est très extraverti, qu'on est très facile de contact, on a la relation facile, on a le bagou facile, mais finalement, on est, on est ce qu'on laisse voir, mais on est aussi ce qu'on on cache, ce qu'on omet de montrer, ce qu'on refuse de montrer, ce qu'on attend pour montrer. On attend. Et c'est cela. Donc, c'est vrai que le voyage en France, la vie en France, fait que tout, fait que les choses sont un peu plus compliquées, sont devenues un peu hors de contrôle. Parce que les, c'est une, comment dire, non pas une renaissance, mais c'est une refondation. Et qu'on refonde sa vie de nouveau, on a des chances de ne pas être dans la maîtrise. On est dans une forme, puis on essaie de se reformer, et quelquefois ça échoue. On reste entre les deux formes, on est un peu informe. On n'a pas de forme précise, on appartient à deux mondes, on appartient peut-être à aucun monde, on ne sait pas, on ne sait plus à quoi on appartient. On refuse son monde d'origine, et puis il faut bien montrer qu'on a des affinités avec le monde, avec le deuxième monde. Mais finalement, il faut être un peu juste, il faut être équilibré. Alors s'il faut refuser les deux, il faudrait peut-être un troisième monde pour essayer de se reformer. Mais il n'y a pas de troisième monde. Il n'y a que ces deux mondes-là. Et voilà, donc il y a une certaine impossibilité à se réaliser de façon j'allais dire, de façon apaisée, de façon intégrée, de façon à ce qu'on puisse mieux être et mieux être avec soi, avec les autres, etc., etc. C'est vrai que ce propos entre soi et soi, je peux essayer juste de rajouter un petit truc. Quand vous êtes en face de quelqu'un et quelquefois vous faites certaines choses, vous dites, vous avez des gestes, vous manifestez des choses qui peuvent lui faire croire que vous tenez à lui, que quelque part il vous a en sa coupe, que vous dépendez de lui, alors qu'en fait vous n'êtes pas dépendant, vous n'avez pas d'attachement, et que ce qui vous faites un peu, vous subissez, vous êtes pris dans une relation, et puis vous subissez d'une certaine façon en espérant. Peut-être vous espérez que les choses vont changer, que vous allez vraiment devenir attaché à cette personne. Et vous oubliez, vous laissez passer ces sentiments, vous ne les mettez pas au jour, vous ne les mettez pas à la connaissance d'autrui, et puis autrui, lui, ne se gêne pas pour vous dire ce qu'il pense de vous. Et finalement, comme il a pris l'initiative, ben, vous dites plus rien, vous ne parlez pas de vos propres sentiments. Et c'est reste entre vous et vous. Voilà, c'est un petit exemple que j'ai rajouté. C'est vrai que s'attaquer à ce propos, alors que, en fait, je n'avais pas le courage, je n'avais pas la force, c'était une gageure. Quelquefois, on prend des petits risques avec soi-même, et puis bon, ça donne ce que ça donne, c'est pas exactement
bien arrangé, ce n'est pas exactement bien amené, mais il faut essayer. Surtout, c'est une reprise de cet exercice après les échecs répétitifs des enregistrements, parce que je comptais sur la caméra et la caméra finissait par me lâcher, et me lâchait très souvent. Et donc je me retrouvais avec des fichiers inaudibles. Maintenant, j'assure avec la caméra et avec le magnétophone de Windows, plus avec un dictaphone, pour les cas où la chose se reproduira. Donc j'ai une petite assurance, donc je me laisse un peu, je suis un peu en confiance, quoique je voudrais voir un peu le résultat de cet exercice, si ça a marché, si ça a bien capté. Après, c'est un exercice d'entraînement, mais c'est aussi, c'est vrai que j'ai envie d'amener cette histoire de l'entre-soi, entre soi et soi, pas, pas l'entre-soi, entre soi et soi, soit les choses du même, pour essayer de, quelque part, finir sur une bonne note. Nous, il y a des choses qu'on voudrait un peu éclaircir avec les autres, avec ceux qui nous ont accompagnés pendant un certain temps. Nous voudrions un peu les éclairer sur nous. D'une certaine façon, sans nos erreurs, sans cette histoire de retenue, la retenue des mots, la retenue de la confidence, etc. Sans cela, la majeure partie des gens qu'on a rencontrés seraient restés complètement inconnus de nous. C'est parce que nous avons choisi de nous retenir, de ne pas laisser, voir ce que nous ressentons par rapport à des questions précises que nous avons rencontrées, les gens qu'on a rencontrés qui sont devenus nos confidents, nous proches. C'est évidemment dans n'importe quelle situation, nous aurions rencontré des gens. Nous, c'est nous. On change, mais nous changeons, mais nous avons un peu une certaine permanence dans la vision que nous avons de nous-mêmes. Mais les gens que nous rencontrons ne sont pas des gens qu'il nous fallait absolument rencontrer. Ce sont souvent des rencontres accidentelles. Et il est possible, par exemple, d'imaginer, j'avais fait la rencontre avec une fille qui allait, dont j'en ai déjà parlé, qui allait faire Sciences Po. Et imaginons, donc cette fille avait relancé en moi l'idée, dans le début des années 80, de faire de la science politique. Et je ne l'ai pas continué. Imaginons que j'ai été dans une faculté de lettres qui était proche d'une faculté de sciences sociales. Sûrement que la relance aurait été possible, que le fait d'être proche de Sciences Po m'aurait sûrement amené à m'y intéresser, à ne pas mettre de côté cette possibilité. Et donc, les gens que j'ai rencontrés, qui sont maintenant définitivement des gens de ma vie, ce sont après tout que j'allais dire, je ne peux pas m'en réclamer parce qu'ils ne correspondent pas à l'avenir que j'aurais souhaité pour moi-même. Ce sont des gens que j'ai rencontrés sur une route que je n'aurais jamais dû prendre. Et effectivement, voilà, quelque part, je cherche encore. La preuve, c'est que je cherche encore des gens, je ne cherche plus, mais j'ai cherché pendant longtemps des gens qui s'intéressent à l'essence politique. J'ai beaucoup j'ai beaucoup essayé de faire cela dans le milieu d'une fac de lettres.
et ça a complètement échoué. Donc voilà, j'aurais été avec des gens vraiment qui sont dans cette optique, qui ont ce désir de s'intéresser à la cité, à la politique, etc. J'aurais été, évidemment, j'aurais pu aller à parler de ce qui, quelque part, m'intéresse le plus. Finalement, que je fasse des choses, que j'ai pu faire, envisager de faire des choses extrêmes ou des choses un peu plus modérées, de toutes les façons, l'idée c'était d'être là aussi la science politique pour comprendre un peu comment gérer une société, comment ça fonctionne. Et évidemment, dans tout système politique, il y a des imperfections, il y a des améliorations à apporter. Celui qui maîtrise un peu les subtilités de tel ou tel système peut être à même de l'amender. C'était ça l'idée. On peut aussi être une sorte de réformateur, une sorte de... on peut essayer de pousser un peu les choses de façon plus graduelle, moins secouante, moins violente. Pousser les choses plus de participation citoyenne dans la gestion, dans des affaires publiques, un peu plus de responsabilisation des acteurs publics, etc. etc. Et voilà, je me suis forcé à trouver quelques mots pour démontrer que minimum, quelques notions, je les ai encore. C'est ça l'intérêt. Donc il y a là aussi dans ce propos, là, l'obligation de démontrer. On ne va pas dire j'aurais voulu faire la science politique alors qu'en fait on cite aucune notion en rapport, aucune notion qui appartient à ce domaine. Qu'on démontre même pas, qu'on démontre même pas qu'on a le minimum du minimum de ce qui constitue, ce qui fonde cette science. Voilà, donc c'était ce propos peut être repris parce que évidemment dès que j'aurai arrêté ou quelque temps juste après, je vais retrouver des éléments qui ne sont pas venus à l'esprit, mais c'est comme ça, les choses improvisées en ce caractère un peu inégal, en ce caractère un peu frustrant. Parce que on espère, mais c'est pas parce qu'on espère que ça se réalise. Nous disons un peu souvent en dernier recours, nous disons que nous sommes des gens de bonne volonté, que nous désirons faire de mieux, et que si nous sommes un peu défaillants, nous sommes très désolés, mais que c'est un peu le risque de l'exercice. Voilà, je m'arrête là, et à bientôt.